Hello Imane, tu vas bien? Hello, ça va et toi? Bah oui, ça va très très bien. Imane, je l'ai rencontré donc en master à Montpellier. Donc on a fait une année d'études ensemble et on est resté en contact. Et donc je trouvais que c'était pertinent pour la chaîne Apprendre l'anglais by Larissa de faire découvrir son parcours académique et également professionnel. Et par rapport à l'anglais, donc qu'est-ce que ça lui a apporté. Donc Imane, je te laisse déjà te présenter, dire un peu les études que tu as fait et nous parler de ton parcours professionnel, etc. Je te remercie de m'inviter et de vouloir faire part de mon expérience. Je m'appelle Imane, j'habite à Paris. Comme disait Larissa, on s'est rencontrés en Master 1 LEA, négociation de projets internationaux. Donc LEA, il faut expliquer, parce que les personnes ne savent pas ce que c'est. Donc c'est langue étrangère appliquée. Donc il y a des matières, il y a 6 heures d'anglais, 6 heures d'espagnol. Donc c'était nous. Et après il y a les matières d'application. Oui, voilà, toi tu faisais arabe. Je n'avais pas l'aspect espagnol, mes deux langues majeures c'était l'anglais et l'arabe. Voilà. Si on fait un petit récap de mon parcours universitaire, alors oui, comme disait Larissa, il est un peu atypique parce que diversité, on va dire. C'est ce qui fait la différence sur le marché, non, aujourd'hui? On a tous des masters. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qui fait la différence. Donc dis-nous. Bon, alors j'ai eu mon bac, un bac ES que j'ai obtenu au lycée français de Casablanca. Ok. Puis ensuite, je suis arrivée à Paris en septembre 2008. Je découvrais un petit peu la France, Paris, c'était génial. Et j'ai fait une première année d'architecture d'intérieur. D'accord. J'ai toujours aimé les arts plastiques et j'avais fait option arts plastiques en terminale. Et mon prof d'art plastique était architecte d'intérieur et donc je me voyais bien faire cela. Sauf que j'ai vite déchanté une fois dedans. Je me suis aperçue que c'était vraiment pas pour moi. Mais bon, ça m'a pas permis de continuer à aimer les arts plastiques, mais plutôt en hobby et de me réorienter, on va dire. Donc au bout d'1 an, j'ai changé d'orientation, j'ai changé de ville, je suis allée à Montpellier où je ne connaissais personne ou quasi personne. Et là, j'ai entamé une double licence en langue étrangère appliquée, anglais-arabe et chinois-arabe. D'accord. Pendant 3 ans, donc j'ai obtenu ma licence. C'était très très intense. J'ai pas validé ma L3 de chinois parce que j'ai capitulé. Il fallait que je fasse un choix puisqu'en même temps que parallèlement à ma licence, en 3e année, j'avais fait une prépa Sciences Po journalisme. Donc je ne pouvais D'accord. pas faire la licence et la prépa. Donc au bout d'un moment, il fallait faire un choix. Ok. Et donc, j'ai choisi de laisser tomber le chinois parce que c'était très compliqué et que pour parfaire mon chinois, il aurait fallu à un moment ou à un autre partir en Chine. Or, je ne voulais pas, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai commencé le chinois par amour pour les langues étrangères, mais voilà, il n'était pas question d'en faire mon métier. Il n'était pas envisageable pour moi de partir en Chine. Exactement. D'autant plus qu'à ce moment-là, en L3, en matière d'AES, on commençait à s'intéresser aux relations internationales. Et là, j'ai eu un espèce de déclic où j'ai vraiment été passionnée par les relations internationales. Donc, je me voyais bien faire un cursus axé sciences politiques, relations internationales, et la filière LEA allait être indéniablement un très bon tremplin par la suite, dans la mesure où on n'apprenait pas uniquement les langues, à parler, à maîtriser la langue. Carrément. Certes, on faisait de la traduction, de la version, l'étude des textes, mais on faisait aussi énormément de civilisation, d'histoire, et puis les matières d'AES, économie, marketing, marketing, exactement. Donc c'était une filière
une filière très complète et très diversifiée qui, à mon avis, est un tremplin pour tout un tas d'autres choses par la suite si on souhaite compléter son cursus. Et l'anglais dans tout ce que je veux dire, est-ce que tu as amélioré ton anglais dans cette licence LEA? Indéniablement, indéniablement. Non seulement on avait de la grammaire, pure et dure, mais en plus on était un peu en immersion dans la culture américaine et anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'on avait des cultures de civilisation et de culture américaine, des cours de civilisation et de culture américaine et d'autres de civilisation et de culture britannique. On étudiait des textes contemporains, des textes anciens. On lisait beaucoup de romans qui nous étaient imposés ou d'œuvres littéraires. Ça aussi, ça force à développer un vocabulaire, ça améliore le champ lexical, ça nous fait prendre également conscience de nos lacunes et du coup on est plus à même à travailler dessus par la suite. Si on te demandait la licence LEA, toi tu recommanderais cette licence pour l'anglais et tout ce qu'elle comporte que tu as cité? Ça dépend de ce qu'on aimerait faire par la suite. Pour ma part, je n'avais pas d'objectif précis à 18 ans de savoir vraiment ce que tu veux faire. Je me suis dit, je ne sais pas quoi faire, donc je vais faire des choses que j'aime. J'ai toujours été passionnée par les langues. Pendant mon cursus secondaire, je me suis dit, j'aime les langues et j'ai envie de parfaire ma maîtrise de la langue et voir ce que cela pourrait m'apporter comme débouché. Enfin, moi, je suis persuadée que lorsqu'on fait les choses avec le cœur, on se donne les moyens par la suite de réussir. Carrément. Ensuite, du coup, parce que moi, j'ai fait aussi la licence LEA et après, j'ai décidé de faire le stage. Et toi, tu as fait quoi, du coup, après? Je ne pouvais pas faire d'Erasmus dans la mesure où je suis étrangère. Aujourd'hui, c'est différent. Les étrangers qui font leurs études en France peuvent prétendre à des années Erasmus. À mon époque, ce n'était pas le cas. Du coup, j'ai fait un stage de 3 mois à l'université de Malte, La Valette. D'accord. C'était super, ça m'a permis de rencontrer des personnes de partout. Et donc à Malte, tu parlais quelle langue? L'anglais. Ok. Voilà, je n'avais d'autre choix que de parler anglais. Il y avait beaucoup d'Italiens, donc moi ne parlant pas italien, forcément on ne pouvait communiquer qu'en anglais. Mes colocataires, pareil, ne parlaient qu'anglais. Et donc, pendant cette période, j'ai beaucoup évolué. J'ai notamment amélioré mon slang, parce que les gens ne parlent pas forcément... oui, le langage courant, quoi. Voilà. C'est une très belle expérience. Puis ensuite, je suis revenue en France. J'ai fait mon Master 1. Et pendant ce Master 1-là, déjà, je ne sais pas si dans tes vidéos précédentes, Larissa, tu as pu présenter le Master Négociation de Projet International. Non, le Master Négociation de Projet International, je ne l'ai pas du tout présenté. Je peux brièvement expliquer ce que c'est. Un master qui est professionnel avec une majeure négociation. Ça peut être des négociations dans un contexte commercial, mais aussi dans un contexte international au sens large, qu'il soit politique, diplomatique ou autre. C'est-à-dire qu'on avait énormément de CD où il était question de mettre en scène une situation de négociation. Je me souviens d'un cas qu'on avait où une des équipes était le négociateur français et l'autre était le négociateur chinois et il fallait essayer de passer des messages. Simulation de négociation, ça c'était c'était ce qui avait de plus intéressant, je trouvais, dans ce master. Absolument. Et puis aussi, en fait, en français, le master fait des négociations de projets internationaux, mais en anglais, on avait souvent tendance à appeler ce master-là Cross-Cultural Communication. Donc, on nous apprenait à appréhender les cultures dans toutes leurs différences. Il faut savoir qu'à Montpellier, il y a énormément de personnes qui viennent de l'étranger ou d'autres villes, etc. C'est une ville très étudiante, donc au sein même de la classe... Cosmopolite, finalement. Exactement, d'horizons différents. Donc ça, c'était une force. Et puis, il fallait conjuguer l'ensemble de ces différences culturelles et se rendre compte de la différence de l'autre, l'accepter, accepter sa différence à soi et essayer de faire passer des messages de la manière la plus intelligente possible sans froisser la personne en face. Exactement. Et en étant efficace dans la manière de transmettre le message ou de véhiculer le message qu'on a envie de véhiculer. C'était notre master.
bon, il y avait d'autres choses, hein, on faisait toujours de la traduction, de la version. Et du coup, après ça, tu as réembranché sur un autre master. Je le sais parce que je te connais. Mais du coup, comment tu as justifié quand tu vas intégrer une nouvelle école, tu dois faire une lettre de motivation, etc. Est-ce que l'anglais a été un plus pour toi? Raconte-moi un peu tout ça. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire que j'ai complètement changé de filiale, je vais y venir, mais il est indéniable que c'est la maîtrise de l'anglais qui m'a ouvert des portes et à bien des égards. Carrément. Je valide parce que moi, c'est la même chose pour moi, donc c'est pour ça que j'acquiesce le discours d'Iman. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à rentrer dans le marché du travail en ne maîtrisant pas l'anglais. C'est un prérequis. C'est indéniable. Et donc, du coup, après que tu es rentrée directement dans la voie professionnelle, raconte-moi un peu tout ça. Parallèlement à mon Master 1, j'avais commencé à être bénévole chez l'UNICEF à Montpellier. Je m'intéressais de plus en plus aux relations internationales et à la science politique. Donc, j'ai postulé un Master 2 à Paris, à l'école des hautes études internationales et politiques de Paris. J'avais bien motivé ma lettre en mettant notamment l'accent sur ma double culture, sur ma maîtrise des langues français, anglais, arabe, sur les voyages que j'ai pu faire, sur ma petite session à Malte. Elle a été également un pilier important pour la validation. Décrocher ce Master 2, essayer de mettre en avant la formation qu'on a eue en LEA, de la L1 jusqu'au M1, et ça a marché. Surtout, il faut dire que j'ai fait la prépa Sciences Po journalisme aussi. Donc ça a aidé, carrément. Oui, complètement. J'ai admise en Master 2, stratégie et politique de défense. D'accord. Et dans ce Master 2, vous communiquez comment entre les élèves? C'était en anglais ou en français? C'est une école qui était très nationale aussi, avec beaucoup de personnes qui venaient d'Afrique, beaucoup, puis des Français de tout horizon. On avait un cours majeur de Modern Diplomacy en anglais et des cours d'anglais. Et des cours d'arabe aussi. Et donc, du coup, toi, ça ne changeait pas, parce qu'en LEA, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'heures en anglais, quasiment, oui. Exactement. Et donc, du coup, comment tu as intégré le monde du travail après ce Master 2? Alors, dis-moi, je ne sais pas tout. Donc, j'ai fait ce Master-là. J'ai fait une césure parce que je suis revenue à Montpellier, au UNICEF, à temps partiel à ce moment-là, où j'étais chargée de communication chez eux. Ok. J'ai refait ce Master 2-là en question, et cette fois-ci jusqu'au bout. Et à l'issue de ce Master-là, j'ai intégré la rédaction de la chaîne France 24. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette expérience. Et chez France 24, alors on communique comment ça se passe? Et l'anglais encore dans tout ça, quel est l'avantage? Très très important, il faut savoir que la chaîne France 24, c'est une chaîne qui diffuse en continu, en français, en anglais, en arabe et récemment, depuis peu, en espagnol. Donc moi j'étais à la rédaction arabophone, donc j'étais assistante des rédacteurs en chef. Il y en avait plusieurs qui tournaient en fonction des shifts. Mon travail c'était donc je recevais toutes les dépêches AFP et Reuters. Je devais les trier, les hiérarchiser et soumettre l'info au rédacteur en chef qui lui faisait ses tris, on va dire, et qui, suivant le fil rouge, décidait des titres qu'on allait traiter pendant les JT en direct. Okay. C'était un stage de 7 mois très intensif dans la mesure où on était en direct, donc c'est la télé, on n'a pas le droit de se tromper. C'est un monde qui est très exigeant. Les gens autour de soi parlaient plusieurs langues, c'est-à-dire j'avais mes collaborateurs qui parlaient anglais, les autres qui parlaient français, et les dépêches AFP, elles n'arrivaient pas forcément en arabe, hein. La plupart arrivaient en anglais, en français, Reuters notamment, et donc il fallait pouvoir jongler entre français, anglais, arabe. C'est un exercice super sympa, et il faut savoir que si les desks sont collés, c'est-à-dire que là on a le rédacteur en chef franco, là anglo, et là... En open office, oui, quoi. C'est très enrichissant. Je m'occupais de faire passer des interviews. C'est moi qui rédigeais le bandeau, vous savez, qui passe en bas quand il y a les infos. Ah ouais. Et puis aussi, fallait tout coordonner avec la régie. Belle expérience. Ça t'a appris beaucoup. Énormément. Et si tu n'avais pas l'anglais, tu n'aurais jamais pu travailler comme ça. Ah non, je ne peux pas arriver, surtout dans une rédaction internationale, et dire ouais, alors vous m'engagez pour l'arabe, par contre, vos dépêches en anglais, je peux pas. C'est pas possible. Donc, non.
important. Et puis même, on a des journalistes de renom qui travaillent avec nous. Quand tu as un journaliste, un mastodonte qui est anglophone, tu vas pas lui parler en français, tu fais l'effort de lui parler en anglais. Non, c'est vraiment un prérequis, l'anglais, indéniablement. Donc, à l'issue de ce stage, j'ai commencé à travailler de manière ponctuelle à l'école militaire de Paris, où j'étais chargée d'accompagner les délégations internationales, que ce soit des délégations diplomatiques ou ministérielles, dans des sessions qui étaient organisées pour la France, et c'était des espèces de pourparlers informels, où il était question de traiter des sujets communs à des pays d'une région particulière. Par exemple, si on prend le bassin méditerranéen, on aura tous les pays du bassin méditerranéen, dont certains parlent des langues qui ne sont pas très communes. Je pense à la Grèce, je pense à Israël, je pense à même l'Italie. Si on ne parle pas la langue, c'est un peu compliqué. Donc, il y avait énormément d'anglais. D'accord. Et là, encore une fois, l'anglais, ça m'a permis de décrocher ce poste-là. Pour moi, une superbe expérience que d'être en contact avec des gens qui sont parfois diplomates, parfois très haut gradés de l'armée. Donc, c'était vraiment superbe. En gros, moi, j'étais chargée de faire la retranscription des réunions et sommets qui se tenaient et d'en faire une analyse. J'avais des skills d'analyse parce qu'on faisait beaucoup d'analyse et de retranscription de textes en LEA. Oui. Et là, c'est grâce à ces skills-là que j'ai pu être plus à l'aise. efficace. Exactement. Ensuite, j'ai fait une formation à l'école militaire. C'était une formation courte mais intense. Pendant une semaine non-stop, on avait des personnes de renom ici en France qui venaient, qui nous parlaient de toutes les problématiques sécuritaires, défense, sciences politiques, relations internationales de manière générale. Et ensuite, j'ai fait une formation en cyberdéfense, terrorisme et sécurité. Il faut savoir qu'à partir du Master 2, je me suis orientée plutôt relations internationales, mais sécurité et sûreté. Donc là, ça venait compléter mon cursus. J'avais fait cette formation, la dernière que je viens de citer, à l'université de Bordeaux, l'université d'été de Bordeaux. D'accord. À la fac de droit, ce qui m'a permis, donc si on fait l'addition de toutes ces expériences que je viens de vous citer, cela m'a permis d'intégrer un master spécialisé. Ce master spécialisé, il appartient à l'Institut supérieur de l'armement et de la défense, qui lui-même est dirigé d'un côté, d'une part par l'école militaire à Paris, et d'autre part par l'université Panthéon-Assas à Paris. Ok. Ce master-là, c'était un master pro, c'est-à-dire uniquement les professionnels pouvaient y accéder. On étudiait le soir et la journée travailler. C'était une forme d'alternance, mais pas tout à fait dans la mesure où on avait tout le temps cours et on travaillait tous les jours. Comme un cours du soir au CNAM, par exemple, pour les professionnels. Donc, en fait, tu étais déjà professionnel, du coup, à ce moment-là. Oui, exactement. Et grâce à ce master-là que j'ai pu intégrer General Electric, D'accord. qui est un mastodonte de l'industrie américaine. J'étais à la direction risque et sûreté chez General Electric Renewable Energy, donc énergie renouvelable. Et là, je travaillais à 200% en anglais, à part pour communiquer avec mes collègues, parce que bon, étant donné qu'on parle tous français, bon, c'est plus facile, mais téléphone, mail, tout en anglais. Exactement, tout était en anglais. Les rapports. Complètement. Et là, c'est vraiment exclusivement parce que je parlais anglais que j'ai été prise. Alors certes, il y a tout le prérequis à côté, mais si je ne parlais pas anglais, je pouvais avoir tous les masters du monde, c'était mort. Impossible. Mais donc finalement, ça veut dire que ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement la compétence anglaise, en fait, l'apprentissage de cette langue, ça vaut plus en fait que ce que tu as appris sur le terrain et que tu peux encore acquérir avec eux. Finalement, il fallait que tu aies l'anglais d'abord, eux ils t'embauchent et ils pouvaient te former sur le terrain, sur le reste. Oui, si je comprends bien, même malgré que tu avais déjà un bagage. Pas tout à fait, mais oui, c'est-à-dire, disons que c'est pas la compétence qui a fait que je sois recrutée, ça c'était le prérequis. C'est même pas une compétence, c'est un prérequis. D'accord. Il faut que les jeunes aujourd'hui comprennent et intègrent. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est un prérequis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'études si on ne sait pas lire et écrire. C'est exactement la même chose. Si on ne parle pas anglais aujourd'hui,
on ne peut pas prétendre à... Des hauts postes. Après, ça dépend. Ça dépend, mais oui. De ce qu'on recherche dans la vie, bien entendu, mais ce serait dommage. Même, je sais pas, quand on va regarder les plus grands blockbusters aujourd'hui sont en anglais, c'est dommage de les regarder en VF. On perd l'essence des émotions. Un film anglais, il se regarde en anglais, un bouquin anglais, il se lit en anglais. Donc, faut pas perdre l'essence des choses. Et pour moi, c'est un prérequis. Ouais. D'accord. J'allais aboutir sur cette question, donc tu m'as volé le mot de la fin, mais j'allais dire quel conseil tu donnerais aux personnes qui vont écouter en fait et qui veulent s'inspirer de ton parcours et de ce que tu as dit par rapport à l'anglais ou même autre chose pour les gens qui passeront par là. Mais tu m'as devancé. Donc est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter en conseil? Alors, je vais essayer de la manière la plus humble possible parce que je ne prétends pas détenir la science infuse ou avoir quelques conseils à donner, mais tout de même, il faut retenir. L'anglais est une matière que j'ai détestée en arrivant en 6e, que je détestais encore un peu en 5e. C'est-à-dire que j'étais nulle, vraiment. J'avais eu un différend avec le professeur et voilà, je ne voulais plus rien entendre, je détestais l'anglais et j'étais nulle en anglais. Bon, j'ai eu la chance de prendre des cours particuliers avec un professeur qui était extraordinaire et qui m'a fait aimer l'anglais, c'est-à-dire que je ne me voyais plus ne pas apprendre et je ne me vois plus aujourd'hui ne pas continuer à apprendre et à améliorer mon anglais. Carrément, parce que c'est tous les jours, on apprend. Exactement, c'est un apprentissage sans fin dans un puits sans fond. Vraiment, l'anglais, de la même manière... Que le français, de la même manière que les autres langues. Même pour un Français qui parle français, parfois il parle plus mal que les étrangers. Complètement. Donc, mais si j'ai un conseil à donner, c'est si on a des difficultés en anglais, la grammaire, ça peut être gavant, idem pour la conjugaison, etc. Ça peut être compliqué. Le tout, c'est d'apprendre de manière ludique. On peut commencer en apprenant par des chansons. Moi, je faisais beaucoup trop. Il y a un tube qu'on aime bien. Les gros tubes sont tous en anglais, généralement. Donc, on apprend le tube et on fait de la traduction des paroles. Aujourd'hui, on peut se procurer facilement les paroles sur Internet. On peut suivre la chaîne Apprendre l'anglais by Larissa, dis-le. C'est un prérequis aussi. Non, je plaisante. Et donc là, il faut trouver la manière qui vous correspond le plus. Si vous avez une passion, ça peut être la musique, ça peut être autre chose, le mieux, c'est vraiment d'apprendre l'anglais à travers sa passion. C'est toujours plus facile. Et puis, on peut se faire violence en regardant les films en anglais, sous-titrés en français. Ça peut être aussi une manière... Un bon début, oui. Oui. Par exemple, moi, qui parle très peu espagnol, La Casa de Papel, je le regarde en espagnol. Pareil. Sous-titré français. Sous-titré anglais, moi. Merci beaucoup, Iman. Et puis, à très vite.